est-ce que dans votre vie de tous les jours, la causalité vous en voyez, et est-ce qu'il y a des choses où vous vous dites que ça peut vous aider à comprendre des trucs, vous donner des billes pour en société ou j'en sais rien? Ou est-ce que c'est vraiment un sujet de recherche qui est différent de ce que vous pouvez percevoir du monde et il y a d'un côté votre métier et de l'autre votre vie normale? Et vous n'êtes pas obligé d'avoir la même réponse, j'imagine. Moi, je Mais connais la réponse de Clément, je suis Alors, moins sûre de la mienne. ma réponse est assez facile. Je vois de la causalité partout. Là, je vois plus des gens, je vois des graphes causaux qui se déplacent dans l'espace. D'ailleurs, l'espace est un graphe causal. Non, je vois de la causalité partout. En fait, en même temps, presque tout est causal dans la vie, hein. Chaque action a une conséquence. Et on peut la représenter avec un langage causal qui, une fois qu'on a réussi à l'intégrer, ça permet de bien comprendre, en tout cas de bien comprendre les objets que l'on pose. Par contre, il faut faire quand même attention parce que même si on comprend très très bien comment fonctionne la causalité, bon, on fait encore de la recherche dessus, donc on ne comprend pas tout, mais même si on se met à bien comprendre tout ça, en fait, ça ne nous rend pas des experts en tout. D'ailleurs, on est même des experts en rien. Euh, à part en la causalité en elle-même, parce qu'on peut se dire, ah bah je connais très très bien la causalité, donc demain je peux aller voir un sociologue, il va me parler de sa causalité, et puis je vais pouvoir parler comme ça, comme ça. Sauf que même si on sait très bien comment la causalité fonctionne en elle-même, on ne sait pas forcément les relations ouais. causales qui existent. Et donc on peut tout interpréter causalement, on saurait très très bien faire, on saurait très bien traiter avec nos graphes causaux, mais les graphes causaux, ou même les représentations qui permettraient d'aller au niveau 3, même si on les comprend et on les intègre bien, il faut quand même les connaître. Et même si on les a, on n'a pas forcément la connaissance de l'univers. Et donc je pense que c'est un truc qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est que même si on comprend très bien ces questions-là, il ne faut pas qu'on oublie que bah, si on est sur des domaines qui sont en dehors de notre expertise, il faut toujours demander un peu aux avis des vrais experts. Même si du coup, des fois, on s'arrache les cheveux quand on entend des gens parler de trucs causales et que ça n'a fait aucun sens, mais c'est pas grave. T'en, t'en parlais tout à l'heure sur les graphes causaux en disant c'est pratique de représenter avec des graphes parce que souvent les experts d'un sujet, mais qui sont pas eux-mêmes experts de causalité, comprennent mieux et sont capables de dire ah non, cette relation-là, elle a aucun sens. Ou c'est ça, c'est Oui, de ce genre de discussion dont tu parles. Où en fait, toi, tu arrives à représenter des relations très complexes. Par contre, tu sais pas si elles font sens. Et donc, c'est là que tu as besoin de gens qui, eux, sont capables. On cherche une application, parce que c'est pas forcément d'ailleurs mhm. ce que tu cherches à faire tout le temps, d'avoir des applications. Mais c'est de ça dont tu parles, quoi. C'est Oui, c'est d'avoir ça. des. Tu me donnes un graphe causal, il peut être extrêmement complexe. Bon, bah, je saurai à peu près. Tu veux savoir quel est l'effet de telle chose sur telle chose, je peux à peu près te raconter tout ce que tu veux sur ce graphe causal-là. Mais ça me demande qu'on me donne un graphe causal. Et donc, bah, en dehors de mes connaissances sur les trucs que je connais, demain tu me demandes le graphe causal sur un système biologique dans la jambe, je sais pas, d'un éléphant, bah, moi je Incapable connais. de. Ouais. Ouais, je vais pas y connaître grand-chose. Par contre, si je parle à des biologistes, des experts dans les jambes d'éléphant, ils vont nous dire ah bah il y a tout ça. Si je parle avec eux, on va être capable d'arriver à terme à avoir un graphe causal ou quelque chose ou une abstraction d'un graphe causal si on n'arrive pas à avoir le graphe complet et après on arrivera à travailler là-dessus et pouvoir s'en servir pour raconter autre chose. Mais il ne faut pas oublier que j'aurai toujours besoin de cet expert-là pour me donner les connaissances un peu de son domaine. Ouais. Et ça, je trouve que c'est un écueil qu'il y a beaucoup en IA aujourd'hui, où il y a de plus en plus de formations qui ont lieu en IA. Et je trouve qu'on perd aussi une connaissance de base. Enfin, c'est-à-dire qu'on se met tous dans une. Enfin, c'est un truc qui m'a un peu poussé vers l'informatique, c'est le fait de dire bon, bah, du coup, tu peux travailler sur tout. Mais Hmm. effectivement, du coup, tu finis expert en rien T'es parce pas que basé. t'as Ouais. pas de, enfin, t'as pas de connaissance, enfin, ta connaissance métier de ton propre outil. Donc ça, c'est par exemple, on pourrait travailler sur des, on a une formation d'informatique, on pourrait travailler sur des processeurs d'ordinateur pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, etc. Mais malgré tout, ça reste effectivement un truc assez mathématique où tu construis un modèle et t'es vachement, enfin, t'es dans ton modèle sous tes hypothèses qui sont très fortes, notamment la connaissance du graphe qui est pas du tout évidente. Ça paraît marrant de dessiner les schémas, mais va discuter avec des experts, ce sera pas du tout évident. Et donc, Ouais, c'est hyper compliqué d'établir qu'il y a une relation causale entre deux événements, quoi. Ça peut être des fois compliqué de construire un graphe. ouais, on m'a raconté 2 médecins qui essayaient de construire le graphe chacun de leur côté, après ils comparaient et Ah ouais, ça matchait pas, tu vois? rien à voir, ouais, ok. Souvent, les experts sont pas capables entre eux d'arriver à un consensus sur un seul graphe. Mmh. C'est un vrai problème parce que du coup, la causalité du système, si elle n'est pas bien connue, enfin connue ou compris, comment on fait pour bien travailler avec derrière quoi. Ça pose vraiment des vraies questions et c'est c'est un peu compliqué la question causale. Avoir le graphe causal en lui-même, c'est super compliqué. Et même le plus dur, c'est pas de savoir s'il y a une flèche ou pas,
Parce que dans nos résultats, si on rajoute une flèche qu'il n'y a pas, c'est moins grave que si on enlève une flèche qu'il faudrait. Parce que dès lors qu'on enlève une flèche, Ok. techniquement, on dit qu'il n'y a plus d'effet entre ces deux Ah variables. oui. Et quand il n'y a plus d'effet, on peut se dire que c'est corrélé et on peut les oublier. Alors que si on veut pas oublier des choses, il faut surtout pas oublier de flèches. Alors se dire que il n'y a pas de flèche, en fait, ça peut être juste une explication qu'on a oubliée, auquel on n'a pas pensé. Mm. Et donc c'est assez difficile d'avoir le graphe causal. Par contre, des fois, on arrive à avoir des graphes plutôt abstraits. On sait que la température et le CO2 se causent mutuellement. Le CO2 directement sur la température et avec les équilibres des permafrosts et tout ça, on va avoir une boucle de rétroaction sur la température. Donc on a ce type de connaissances. Par contre, on n'a pas les connaissances exactes. On ne va pas être capable de vous dire à quelle vitesse exacte le CO2 va causer la température et à quelle vitesse exacte la température va causer le CO2 par rétroaction. Pourtant, on aurait besoin de ces connaissances de Actuellement, base. pour comprendre l'évolution du climat, oui, ce serait utile d'avoir ça. Ce serait utile parce que si on avait la connaissance parfaite, après modèle causal classique, on serait capable de tout calculer. Si vous regardez les rapports du GIEC, il y a plein de courbes différentes Mais qui c'est sont ça, testées. un graphe causal parfait, en fait, il faudrait que tu sois omniscient et que tu aies tout à portée de main, quoi. Ça me fait un peu penser à l'idée de la météo, où techniquement, si on était capable de mesurer l'emplacement, la position, par exemple, de chaque particule de notre atmosphère, à n'importe quel moment, bon, bah, on pourrait techniquement prévoir avec une très très grande précision la météo sur des échelles de temps immenses, mais c'est pas le cas, donc on est obligé de raisonner avec des mailles, avec des stations à certains endroits, pas à tous. Et donc, on a des modèles de prévision qui, très rapidement au cours du temps, en l'espace de quelques jours, deviennent très imprécis. Après, on a des modèles plus ou moins imprécis en fonction du temps, mais qui ont des qualités que d'autres n'ont pas. Et très vite, on arrive justement sur le... Pardon, il y a un commentaire qui me fait rire sur le graphe causal du film Tenet. Je n'ai pas envie de voir cette horreur. Il y a beaucoup de boucles. Beaucoup de trucs dans tous les sens. Mais effectivement, sur la météo, on a très vite la théorie du chaos ou le fait que Mm. ça devient imprédictible, mais déterminé. Enfin, il y a une forme de déterminisme, ça vient pas de nulle part, mais il y a tellement de variables à prendre en compte que on pourra jamais avoir un graphe causal de la météo mondiale, quoi. Ouais. De toute Enfin, un façon, graphe causal complet. oui. Et il nous faudra un capteur à chaque atome. Oui, c'est ça. S'il y en a un capteur à chaque atome, on vit plus, donc ce sera jamais fait. Ouais, c'est compliqué. Et, euh, et oui, plus tu es précis, plus tu arrives à aller loin dans la prévision, mais plus elle perd en précision quand même au cours du temps. Et, euh, mais un graphe causal incomplet ou avec des grosses incertitudes, on peut quand même se débrouiller avec parce que globalement, Faut aller regarder mes papiers, c'est ce que je fais. ouais, c'est ce que tu fais. Non, on n'a pas toutes les connaissances. Des fois, on a suffisamment de connaissances pour répondre à la question d'intérêt. Des fois, on peut pas. Et c'est tout le travail, un peu vraiment de ma thèse en détail. C'est dans certains types de connaissances qu'on peut nous donner, savoir quand est-ce qu'on est capable de répondre à la question d'intérêt, quand est-ce qu'on ne peut pas. Et quand on ne peut pas, essayer de comprendre pourquoi on ne peut pas répondre à la question pour que, euh, par exemple, savoir si ça marche pas parce que peut-être qu'on a ce mécanisme-là, ou peut-être qu'on a un autre mécanisme et qui sont incompatibles entre eux. Donc il faut trouver un moyen de distinguer entre les deux. Donc ça redonne la balle après aux praticiens pour regarder derrière. L'incertitude, elle vient du manque de données ou elle peut venir d'autre chose? L'incertitude, elle vient de partout. Elles peuvent venir du manque de données. Donc ça Ouais. va être toutes les T'as incertitudes. pas assez de données, du coup, tu peux pas savoir exactement comment est ton Ouais. système. Et même si tu as très peu de données et que tu veux calculer l'effet de, je sais pas, de la pluie sur le sol mouillé, si tu as mesuré qu'une seule fois qu'il pleut et qu'une fois qu'il y a eu le sol mouillé, tu vas pas pouvoir exactement savoir l'influence de la quantité de pluie sur ton sol. Tu vas pas sortir une loi Exactement. de probabilité. Ouais. Mais il y a d'autres incertitudes, ça peut être si tu sais pas. Des fois, on ne sait pas tout, donc il faut arriver à vivre et raisonner dans un monde où on ne connaît pas tout. Et donc ça, c'est notre type d'incertitude. Par exemple, on a plusieurs flèches dans notre graphe, mais on ne sait pas exactement les flèches, où est-ce qu'elles vont. Des fois, on a des flèches, on ne sait pas si ça cause l'un ou ça cause l'autre. Des fois, on sait qu'une flèche va influencer un groupe de variables, mais on ne sait pas exactement comment ça fonctionne dans ce groupe-là. Il y a plein d'exemples comme ça où c'est difficile de résoudre la causalité à certaines échelles, mais à d'autres échelles, c'est plus facile. Et donc, on a tout un ensemble de connaissances qu'on essaie de Et fusionner. ça, tu arrives à le simuler mathématiquement parce que tu te bases encore une fois sur des choses qui sont pas forcément concrètes. On parle de beaucoup d'exemples concrets avec des experts en médecine, des choses comme ça. Mais toi, tu te bases sur des graphes théoriques. Est-ce En fait- qu'on arrive à simuler cette incertitude-là? Moi, ce que je fais, c'est que dans les résultats que j'ai, c'est par exemple, imaginons qu'au lieu de connaître la causalité sur l'ensemble des variables de notre système, je connais uniquement la causalité au niveau de groupes de variables, de clusters. Donc, imaginons que j'ai un collège avec des classes et que les gens parlent entre eux.
Si je voudrais utiliser une théorie causale classique, bah, je devrais connaître tous les liens d'amitié. Donc, si on va en refaisant l'exemple de la fête d'anniversaire, tous les liens d'amitié entre chacun des élèves. Malheureusement, bah, j'en suis incapable de savoir tout ça, mais je sais par exemple que bah, cette classe-là est amie avec quelqu'un dans l'autre classe. Donc j'ai juste cette connaissance au niveau des classes, et des fois c'est suffisant, des fois c'est pas suffisant. Ok. Et en fait, j'essaye de comprendre un peu de manière abstraite, c'est-à-dire j'imagine tous les cas possibles où la connaissance au niveau cluster, et elle n'est pas en dessous, et j'essaye de décrire, bon bah, dans tous les cas, quand on peut répondre à la question, on a telle méthode, sinon on peut pas pour telle ou telle raison. J'essaie un peu de faire une carte du monde de l'incertitude pour dire, bah, si on est à cet endroit de l'endroit, on peut répondre. Si on est à un autre endroit, bah, malheureusement, bah, on peut rien faire et bonne chance pour la suite. C'est marrant parce que de toutes les personnes qui sont passées dans ce canapé, vous êtes probablement parmi celles qui ont les recherches les plus exploratoires, j'ai l'impression. Où il y a vraiment un truc où vous allez vers de l'inconnu, vers l'incertitude et tout, et je trouve ça incroyable. Et des choses parfois très peu concrètes, entre guillemets. Et pour autant, bah, on l'a vu là, depuis pas mal de temps maintenant, depuis plus de 2 heures, qu'en fait, c'est partout, c'est extrêmement concret. C'est même un peu intuitif sur les bases, on va dire. Après, ça devient vite complexe. Est-ce que toi, Flora, ça joue ou moins? Tu disais que tu n'étais pas sûr de ta réponse tout à l'heure. Non, mais du coup, moi, j'ai passé beaucoup de temps à entraîner les modèles. Du coup, c'est évaluer est-ce que ton modèle fait bien ce que tu veux, etc. Donc, plutôt construire des métriques. Enfin, comment tu fais pour bien évaluer les choses. Après, en termes de causalité, là, ces derniers temps, je me disais vraiment comment est-ce que je fais pour faire plus d'interventionnel. Enfin, questionner mon rapport au monde en mode toujours très dans l'observation pour passer sur un mode plus interventionnel. Donc, vraiment, j'avais cette échelle de la causalité dans ma tête, là, sur comment changer les choses. Et sinon, après, il y a aussi le point de vue de comment tu traites des informations sociologiques ou, enfin, tu sais, genre les faits du monde réel quand tu as cette notion de causalité. Et je me souviens qu'on a eu des gros débats, enfin, par exemple, sur le racisme ou des choses comme ça, où du coup, on se posait les questions en termes. Enfin, quels sont les biais causaux et du coup, essayer de construire les graphes. Enfin, pas vraiment construire les graphes, mais essayer de réfléchir en termes de contrefactuel, etc. Donc, je pense que ça forge quand même une pensée à comment tu traites effectivement ces questions auxquelles tu n'as pas de réponse parce que tu ne peux pas faire une expérience. C'est un truc dont vous avez l'air de parler pas mal aussi, de l'idée d'injustice et de la compréhension de l'injustice. Enfin, tu vois, tu parlais du racisme ou de ce genre Mm. de biais et des inégalités. Ça Mm. intervient du coup dans votre réflexion, la causalité là-dessus, quand vous êtes... Bah, après, en causalité, il y a une partie qui s'appelle la fairness. Donc, c'est le fait de l'équité, entre guillemets. Et c'est une des raisons pour lesquelles on veut de la causalité dans les grands modèles de langue, c'est que les modèles apprennent sur des biais. Et par exemple, dans les années 50, c'était quoi? Non, c'était un des premiers modèles. Il l'avait mis sur Internet et après quelques heures seulement, le truc devenait hyper raciste. Mais en Ouais, fait, c'était on l'avait notamment. branché sur Twitter, top. Ouais, non, mais voilà. Et du coup, il y a la question de faire un truc un peu plus faire. Enfin, surtout quand on va être sur des technologies qui vont avoir un impact aussi grand sur tellement Hmm. de gens. Enfin, tu penses à tout le monde qui utilise des IA génératives dans Ah là, leur c'est temps libre. impressionnant. Ouais. L'influence que ça a, parce que tu influences beaucoup d'individus, même si tu influences un tout petit peu, tu as quand même un effet très grand qui est construit. Et puis en fait, les biais de départ deviennent très forts du fait que tu influences énormément de gens. C'est ça. Tu fais une IA un tout petit peu raciste Mm. et tu influences la Terre entière. Ouais, Bon, bah ça a un impact énorme. C'est ça ouais, que c'est tu ça. dis. Bon, après, bon, ce sera pas nécessairement du racisme, ce sera Non, non, certainement juste non. de la publicité. Non, mais Oui, enfin, en termes de oui, pratique, c'est ce ça. sera de la publicité sur acheter tel ou tel produit, mais bon, enfin voilà, quand même. Et en fait, la causalité, introduire des notions causales dans, dans le dans des LLM, par exemple, dans des modèles de langage qui Ouais. sont très utilisés, très massivement utilisés, ça permettrait de réduire aussi ces biais-là à l'origine, puisque les IA, on a l'impression qu'il y a un côté magique, genre, elle est intelligente, quoi, alors Mm. qu'elle ne fait que répéter les biais C'est ça. qu'on a. Il y a un Après, je papier sais qui est pas si. sorti il n'y a Ouais. pas du tout longtemps, je l'ai vu sur... c'est Fulloscopy. Si vous connaissez pas cette chaîne YouTube, Si, si. foncez voir Fulloscopy, c'est incroyable. Sur justement la science des foules. Et il parlait du fait que il y a un papier qui est pas encore bien revu, enfin qui vient de sortir mais qui est Le pas truc sur relu. décision de groupe, là. Non, c'était sur les algorithmes de recrutement par IA. Oui. Ah oui, Et ça. qu'en fait, les IA préféraient
les CV boostés à l'IA Ouais. et qu'il y avait un peu ce côté qui s'auto-entretient et qui fait que quand on utilise des IA pour aider au recrutement, on va favoriser des CV que les IA reconnaissent, c'est-à-dire des CV avec des marqueurs des IA, quoi, et avec ces biais-là. Et ça, enfin, Pôle emploi, ils en sont au stade où ils proposent des formations pour les chômeurs pour écrire leur Ah ouais? CV avec mots-clés pour IA. Enfin, vraiment adapté à recrutement par IA. Yes. Bon, c'est pas forcément hyper joyeux parce que ça implique plein de choses, mais Non, mais oui, enfin, c'est une réalité. c'est une vraie réalité. Ouais. Après, la question de dire la causalité permettrait d'enlever des biais, ce serait plutôt la causalité, enfin, du coup, reconstruire la Oui. façon dont les biais sont créés, ça te permettrait du coup de contrer les biais en modifiant des choses, tu vois. Mais c'est pas juste. Enfin, ton causal AI, il sera pas nécessairement plus faire qu'un Oui. autre. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a quand même un gain avec les graphes causaux, c'est que le raisonnement causal il est propre au graphe et il dépend pas uniquement de ce que je mets dans la variable. C'est-à-dire que si c'est une variable un petit peu, une variable sensible, ça peut être le genre, ça peut être la couleur de peau, ça peut être la religion, tout ce qu'on veut, tous les variables sur lesquelles on n'a pas trop envie que les décisions soient prises, euh, pour une décision voilà, les variables un peu sensibles qu'on veut pas que la décision soit prise. Le graphe causal, il va avoir une certaine forme, mais si à la place de la variable d'intérêt, j'imagine que c'est une variable n'importe laquelle, je vais toujours être capable de faire le même raisonnement causal parce qu'il va dépendre uniquement de mon graphe. Une fois que j'ai validé le graphe, mes biais personnels que j'aurai, par exemple, quelconque, parce on vit tous dans notre société, donc on a tous les biais de notre société, dès lors que mon graphe est posé et que je raisonne que sur ce graphe-là, si mon graphe n'a pas plus de biais, il n'y aura pas un biais à l'évaluation exacte de la variable. Si je suis vraiment faire, quelle que soit l'évaluation de la variable, je serai aussi faire si, y avait pas si la variable était une variable sensible. C'est un peu l'intérêt de ce langage-là, c'est que ça permet de le poser comme un langage, comme une hypothèse, et après on peut s'arracher dessus pour dire est-ce que ça c'est juste ou pas, tout en se détachant en fait de la variable en elle-même. Alors ça a un avantage de pouvoir se détacher. Après, si on s'éloigne un peu trop de la variable en elle-même, on peut aussi oublier d'autres choses. Mais ça a quand même cet intérêt que c'est vérifiable et c'est un outil de communication assez intéressant pour se mettre d'accord. Ça me fait penser à... J'étais dans une conférence de causalité l'été dernier et il y avait sur le recrutement d'élèves dans une université. Et globalement, la question, c'était qu'il y avait des filières plus ou moins sélectives. Et en fonction du genre, les personnes avaient été intéressées par plus ou moins de filières. Et on avait aussi, on imagine, un effet direct du genre sur la sélection, une injustice là-dessus. Et où est-ce que se trouve l'injustice? L'injustice est-elle sur la différence entre genre direct? Ou est-ce que le fait un genre préfère différents types de filières que d'autres, est-ce injuste ou pas? Ou est-ce que c'est juste l'effet direct qui est injuste? Et toutes ces questions-là qu'on peut se poser sont pour moi très intéressantes pour comprendre le débat. Parce que si on pense que c'est l'effet total, si on dit que c'est l'effet total, eh ben, euh, il faut qu'on arrive d'une certaine manière à supprimer la préférence d'un genre pour certaines filières. Mais ça semble un peu problématique aussi dans ce cas-là. Mm. Et donc c'est vraiment intéressant de poser quel type de fairness on veut en fait, tout simplement. Et je trouve que c'est un bon outil pour... on pose le graphe et on s'écharpe dessus. Ça balance dans le chat les sources des articles dont vous parlez. J'adore. Toujours trop efficace. Et oui, ça te permet du coup de questionner peut-être avec davantage de précision des questions même politiques du coup ou militantes et d'essayer de comprendre les dessous, en tout cas d'analyser un peu plus précisément, c'est ça? Un peu plus finement. Moi, ça me permet de bien comprendre les différentes propositions parce que souvent, les propositions peuvent mélanger au niveau interventionnel ou contrefactuel. Et donc, les gens vont dire bah, on veut ça à tel niveau. Par exemple, on veut une égalité au niveau moyen de la population, donc c'est le niveau moyen, donc interventionnel. Mais d'autres personnes vont dire ah bah non, c'est pas juste parce que au niveau individuel, l'un n'implique pas forcément l'autre. Donc, comment on fait pour répondre dans ces deux cas? Techniquement, mathématiquement, c'est vrai. Si on fait que de l'interventionnel, on n'a pas de contrefactuel. Mais pourtant, là, on aimerait bien une justice contrefactuelle. Mais des fois, si le contrefactuel est inaccessible, eh ben, c'est mieux d'avoir un interventionnel plutôt que rien du tout. Et donc tout ça, c'est des débats qui peuvent être posés. Il n'y a pas une réponse universelle, en fait. Quand on se pose à chaque fois les questions, par exemple, on sait que imaginons que c'est un truc tout bête, on doit poser des baudriers à des personnes pour les sécuriser en alpinisme. Et on sait que la taille d'une personne dépend un peu de son genre. Bon, bah, serait très injuste de ne pas donner les bons baudriers à fonction du genre. Et donc, alors que l'effet genre sur taille, c'est un effet
naturel qu'on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Et donc, s'il y a une injustice qu'on doit traiter, elle ne doit pas être sur cet effet-là, elle doit être sur un autre effet. Mais dans d'autres cas, c'est différent, c'est les effets totaux qui sont plus problématiques. Et donc, ça permet de bien comprendre le graphe et après laisser les gens débattre et s'arracher les cheveux. Oui, c'est ça, c'est un outil d'analyse, ça va pas t'apporter une réponse claire, genre c'est génial, on a un super pouvoir, on a compris quelle cause il faut traiter en fonction de ce qu'on veut faire, mais par contre, ça te permet de peut-être mieux comprendre, avoir une vision un peu globale sur les relations qu'elles ont entre elles. Oui, Du coup, après, tu as des points de vue politiques sur des questions comme ça qui peuvent être différents. De toute façon, c'est pas les mathématiciens qui vont résoudre des problèmes politiques. Non, Non, c'était mais pas c'est ce que je pensais. c'était juste dans ce Mais sens-là. juste- C'est mais oui, justement, justement. effectivement, enfin, c'est genre vraiment un outil d'analyse et après tu. Mais c'est ça qui est trop intéressant. Parce qu'on est un peu tenté des fois, je trouve, de, de trouver la vérité, une réponse. Et les maths sont des fois un peu séduisants comme ça. Tu as une espèce de vision très détachée, très véridique. Tu as soit bon, soit faux. Et là, ce qui est trop intéressant, c'est qu'on montre que on a un outil, les graphes causaux. C'est trop intéressant pour montrer à quoi ressemblent les relations qu'on a dans notre monde. C'est vraiment une simplification du monde juste du point de vue des relations causales. Et après, ça te permet peut-être de ne pas croire, par exemple, une conséquence. Je ne sais pas si c'est un lien, mais tu vois, en écologie, on parle souvent pour lutter contre le changement climatique, il y a des actions qui ont plus d'impact que d'autres. Il y a des comportements qui ont plus d'impact que d'autres. Et en fait, il y a un peu la question de où est-ce que je mets des efforts, où est-ce que je fournis un effort pour résoudre le plus possible le problème que j'ai, quoi. Et peut-être qu'un graphe causal, ça peut aider à comprendre. En tout cas, ça peut aider à en parler. Oui, c'est ça. Et c'est ça, à montrer comment ça se passe. Et du coup, Parce qu'il y a souvent deux sources de désaccord. Il y a les accords sur les faits. ouais. Et donc là, les graphes causaux permettent en tout cas d'établir un peu les faits ou de se le représenter et de débattre là-dessus. Et après, il y a le désaccord sur ce que l'on veut. Et ça, par contre, c'est purement politique et sociétal. Et là, le graphe causal, il fait pas grand-chose à part vous laisser au moins vous mettre plus en accord sur les faits.